Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Christophe Guillotot, le président du conseil départemental, hein, plus général, ça y est, c'est départemental du Nouveau-Rhône. Bonjour. Vous avez donc été élu, Christophe Guillotot. C'était une vraie volonté pour vous d'être président de ce territoire qui est finalement un peu plus petit que celui qui avait été dirigé par Michel Mercier précédemment. Il est un petit peu plus petit. Non, si c'était une vraie volonté. D'abord, c'est fait logiquement au fil de l'eau. Politiquement, j'étais le président du groupe sortant. Quand il a fallu mener le combat sur ces élections départementales, naturellement, on est allé chercher le président du groupe. À partir de là, j'ai constitué les équipes. À partir de là, j'ai constitué le programme. Et à partir de là, j'ai déployé le combat électoral, entre guillemets, sur les cantons du Rhône. Et le soir du premier tour, on a pris celui qui avait incarné cette bataille électorale pour être, je dirais, le porteur du message entre les deux tours. Et le soir du deuxième tour, la victoire était mathématique pour l'UMP, même si certains la contestaient. Voilà. Mais président d'un territoire finalement amputé de la métropole, qui est quand même un énorme territoire, source de richesse, etc. Oui, mais c'est quand même une collectivité qui a un budget d'1,5 milliard, c'est quand même une collectivité qui a 1700 agents, et c'est quand même une collectivité qui peut faire de l'aménagement du territoire, qui a des rôles prépondérants dans le social, qui a aussi le transport. Voilà, elle a les prérogatives d'une collectivité comme toutes les autres, sauf que son territoire a été, je dirais, amputé de la partie métropolitaine, mais pour laquelle la partie métropolitaine, on a des accords, je dirais, plus que de coopération. Gérard Collomb, dans le transfert des finances, me doit 75 millions, mais moi, à peu près, je lui en dois 100. 58 pour le transport, 20 pour les pompiers, 5 pour le musée, puis je fais grâce des petites choses qui font les 100, notamment le logement avec l'OPAC. Il va falloir faire deux OPAC. Il y aura l'OPAC du Grand Lyon, ce qui est éligible, et puis il va falloir construire complètement l'OPAC du Rhône dans le Rhône, pour lequel il va falloir choisir une direction, un site d'implantation, le transfert du personnel, donc ouais, avec des vrais enjeux structurants. Et puis on a des dossiers intéressants comme Satolas. Oui, Satolas, Saint-Exupéry. Voilà, pour les fins lettrés. On va en parler tout ça. Justement, vous parliez de Lyon, la métropole. Comment se passe justement votre relation avec Gérard Collomb? Jusque pour le moment, elles sont très bonnes. J'avais dit dans mon premier discours que la première personnalité après le préfet que je rencontrerai, ce serait Gérard Collomb, ce que j'ai fait, je crois, 2 jours après. Je le rencontre jeudi matin pour une vraie réunion de travail avec ses services financiers et les miens, parce qu'on a ce qu'on appelle une clause de revoyure sur la Clerc, c'est les fameux 75, donc il faut qu'on redéfinisse. Et il n'y a aucune raison que les relations se passent mal. On a défini pour les pompiers, on définit notre fonctionnement. Il a plutôt intérêt, Gérard Collomb, parce que c'est lui qui l'a voulu, cette métropole. Donc, je crois que c'est plus que lui qui l'a voulu, puisque c'est lui et Michel Mercier qui se sont répartis le territoire. L'un l'agglo, l'autre la partie rurale, voilà. Mais les électeurs. Finalement, ça se passe bien avec Gérard Collomb. Pour le moment, ça se passe bien. J'espère que ça restera. Donc avec le Parti socialiste quelque part. Mais en revanche, avec l'UDI, comment ça s'est passé du coup? Parce que vous avez finalement ravi le département. Pour eux, mal, ça s'est mal passé. Vous êtes allé jusqu'au bout, hein? Jusqu'au bout de quoi? Parce que vous leur avez donné simplement la 6e et 7e vice-présidence. Je leur ai donné ce que les électeurs leur ont donné. Moi, je suis un garçon gentil. Et je suis un profond républicain, je respecte ce que les urnes donnent. Et je leur en ai plus donné qu'eux m'en avaient donné dans le coup d'avant. Dans le coup d'avant, il y avait 8 vice-présidents, il y avait un UMP. Cette fois-ci, il y a 7 vice-présidents et il y a 2 UMP. Vous voyez que je suis plus gentil que... je leur ai donné ce que les électeurs ont décidé de leur donner. Voilà, c'est la proportion, la proportionnelle. J'ai fait les choses normalement, mais je les traite normalement. Jamais les élus n'ont été aussi bien traités dans cette collectivité, en termes de moyens, en termes de bureau, en termes de services pour tous les élus. J'y veille parce que moi, quand je suis arrivé dans cette collectivité, on m'a mis au grenier. Et jamais je n'accepterai qu'on traite un élu comme un traité. Voilà. Donc là, vous ne les mettez pas au grenier? Je ne les mets pas au grenier, je leur donne des bureaux normaux et je leur donne les moyens pour travailler normalement. Voilà. Est-ce que ça préfigure aussi ce qui va se passer peut-être pour les régionales? Parce que finalement, c'est une autre grande élection qui va arriver. Pour la presse, j'ai cru comprendre que Laurent Wauquiez avait été investi par l'UMP.
pour lequel j'imagine... Parce qu'il faut la presse pour le croire Si j'ai cru comprendre qu'il était prêt à faire une liste, je dirais, avec tous ceux qui se sentaient bien dessus. Mais quand je lis la presse d'hier, je vois qu'une partie des centristes, alors on ne sait plus bien quelle partie, si c'est les meilleuristes ou je ne sais pas trop quoi. Le MoDem a décidé de partir avec... Ils ont été trouver une espèce de savant en Savoie qui se propose de faire don de son corps à la chose électorale. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on verra, pourquoi pas. Parce que vous étiez prêt, vous, UMP, à accepter des gens du MoDem parce que c'est le MoDem dont on parle. Nous on est prêt à accepter tous ceux qui ont un passé politique normal. Tous ceux qui n'ont pas fait en sorte qu'aujourd'hui François Hollande soit président de la République. Ça me paraît, je dirais, un postulat de base. Et qu'à partir de là, on est prêt à faire une liste avec des gagnants, des gens qui représentent quelque chose, une vraie légitimité électorale et qui ont un comportement politique normal. Ceux qui aussi, aux dernières élections départementales, n'ont pas trop craché dans la soupe aussi. Pour vous, leur invoquer quelqu'un de... Très bien. De très bien. Très bien. Pourtant, la semaine dernière, ces différentes phrases, notamment ces sorties politiques sur l'affaire Chloé, par exemple, même un peu divisées à droite. Attendez, Laurent Wauquiez ne va pas s'excuser d'être à droite, non, d'un chien. Il est même un peu revenu d'ailleurs sur ses propos. J'étais l'autre soir avec lui sur le plateau de télévision quand il a fait son explication. Il n'a fait aucun mea culpa. Il a expliqué qu'on avait un problème de justice en France, et ça pour le moins quand même. Et il a dit que si la justice avait été faite autrement, peut-être que ce qui est arrivé là n'aurait pas dû se passer. Voilà, c'est tout. On a là un repris de justice qui se promène en France en toute liberté. Mais il a été expulsé, il a été... Mais il fallait faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir en France, il fallait faire en sorte... Ça, il y en avait quand même beaucoup. Pas beaucoup, trop. Voilà, donc il a dit ça, peut-être que ça a choqué quelques oreilles sensibles, mais il en demande pas moins que c'est la vérité. Enfin, on ne prend pas non plus un fait divers comme ça aussi atroce pour un politique. Pour vous, ça vous choque pas? Non, moi ça ne me choque pas. Je veux dire, il y a tellement de choses qui me choquent, dont on ne parle pas plus. Voilà, je trouve que... Est-ce que pour les élections régionales, il faut faire alliance dès le premier tour avec l'UDI? Ou vous pouvez vous en passer? Non, je crois qu'il faut faire alliance avec l'UDI, mais il faut que l'UDI se détermine. On ne peut pas en avoir une partie. Vous savez, l'UDI c'est compliqué, il y a ceux qui sont MoDem, il y a ceux qui sont UDI, il y a ceux qui sont centristes, c'est assez compliqué. Puis dans le Rhône a encore une spécificité particulière, il est radicaux aussi. Ça, je veux dire, on garde toujours le meilleur pour la fin. Voilà, donc il faut peut-être que les gens se déterminent. On ne peut pas, comme certains radicaux du Rhône, expliquer pendant la campagne départementale que Wauquiez c'est quelque chose d'abominable, et maintenant de dire on aimerait bien être sur votre liste. Je crois qu'il faut aussi avoir un comportement un peu loyal, et avoir une colonne vertébrale en politique. Donc moi je crois que Laurent Wauquiez veut faire une liste de large rassemblement. Tous ceux qui ont envie d'être sur sa liste peuvent y être, mais à condition d'avoir une philosophie politique, un comportement politique, je dirais, un peu orthodoxe, quoi. Donc pour vous, voilà. Aucun problème. Aucun problème d'avoir l'UDI dès le premier tour. Dès le premier tour, parce que je crois que ces élections sont des élections qui sont à la proportionnelle, donc c'est une élection aggravante, je pense, en termes de résultats. Et il faut... Vous avez peur du Front National, du score du Front National? Mais le Front National, moi j'ai vu aux dernières élections départementales, 7 cantons, le Front National est au deuxième tour. Je crois qu'il faut les considérer aujourd'hui comme des adversaires, comme l'est M. Kéran, comme le sont aussi d'autres, mais on voit bien... Oui, mais il peut grignoter des... ils peuvent plus que grignoter. Si je vois la proportion et l'évolution mathématique, elle est là. Moi, je note qu'à chaque fois que la France est à gauche, le Front National monte. Voilà. Quand on a un Premier ministre qui passe plus de temps à parler de Mme Le Pen que de l'économie, que de la sécurité, c'est vrai que ça peut que les aider, c'est clair. Christophe Guillotot, une dernière question là, que je vais vraiment poser au président du conseil départemental du Rhône, ça y est, j'ai bien rappelé. Quelles sont les 3 grandes priorités pour vous, pour votre nouveau département? La première priorité est le budgétaire, c'est de faire en sorte qu'on reste dans la non-augmentation, ce que j'ai promis. Et pour ça, je lance dès la semaine prochaine l'audit pour avoir une vraie vision financière. Ce que je vois en termes de budget, ce qui m'est présenté par les services, m'inquiète en termes de budget, donc l'audit pour moi devient de plus en plus nécessaire. Il faudra faire des choix par rapport justement à la métropole, et puis il faut qu'on fasse des... J'ai quand même cette douce plaisanterie d'avoir trouvé quand même 80 millions d'emprunts toxiques. À moi tout seul, j'en ai plus de la moitié des collectivités de France, dont l'action peut amener jusqu'à 350 millions. Donc je suis avec une action en justice avec Gérard Collomb, commune. Bah décidément. Oui, parce qu'il en a pris une partie sur la métropole, mais on a une vision commune là-dessus. Et puis j'ai le deuxième gros dossier, c'est le transport. Le transport, 58 millions, pour lequel aujourd'hui Gérard Collomb est président du Citral.
Et Rivalta, avant de partir, avait expliqué qu'il voulait diminuer la moitié de l'offre de transport sur le département, donc chez nous, en zone hyper rurale. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas, qui n'est pas possible pour moi. Donc c'est ma première discussion, c'est le transport avec Gérard Collomb, et faire en sorte qu'on ait un transport qui soit équivalent Place Bellecour qu'au fin fond de Montsol. Il n'y a pas un sous-département du Rhône, ceux qui ont le droit au transport et ceux qui doivent aller à l'école à pied. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc moi, je paye 58 millions, j'en veux pour 58 millions pour la France rurale qui doit être desservie comme les autres. Ça, c'est les deux priorités. Et puis à côté de ça, j'ai une difficulté sur le social. J'ai, depuis le 1er janvier, un RSA qui a augmenté de 4 millions d'euros. Donc il faut que je fasse aussi attention sur tout ce que le social. Et c'est sur le RSA où je veux instaurer un mode de contrôle plus ferme parce que j'ai trop de fraude. Trop de fraude, on ne peut pas continuer comme ça. Je préfère donner plus à ceux qui en ont vraiment besoin et supprimer ceux qui n'en ont pas besoin, voire même ceux qui ne sont même pas sur le territoire. Comment justement trouver ces fraudeurs? Il faut que j'aille avec les listes, c'est pas moi qui les fais. Les listes, c'est la CAF. Donc il faut que la CAF aussi prenne toutes ses responsabilités sur les listes qu'elle édite. Et je veux, avec la CAF, faire un partenariat sur le contrôle, avoir des agents assermentés qui puissent faire des contrôles à partir des listes, sur titre, sur pièce et sur place. Parce que c'est très facile d'aller voir si les gens sont déjà là ou pas. Parce que vous le savez comme moi, on a des prestataires de RSA qui ne sont même pas physiquement sur le territoire national. Donc, pour moi, ça va être vite fait. Et puis il y a tous ceux qui sont en irrégularité avec les lois de la République qui ne peuvent pas prétendre à avoir le RSA. Je viens, avec la gendarmerie, on vient d'avoir un rapport sur lequel on vient de mettre la main sur une équipe familiale, sur un délit fiscal de 2,7 millions, pour lequel tous les hommes étaient au RSA. À tout le moins, je pense que c'est pas la collectivité. 2,7 millions. Hein. C'est pas la collectivité de prendre en charge le revenu minimum d'insertion de ces gens-là. Voilà. Donc là-dessus, voilà. Là-dessus, je crois que j'ai à peu près un delta de 1,5 million de fraude. Donc je ne dis pas qu'on va arrêter, qu'on va supprimer ce 1,5 million, mais il faut en enlever une partie parce que humainement, ce n'est pas acceptable pour ceux qui ont vraiment besoin et qui ne touchent rien. Ça, c'est une première. Donc le social, le transport et les économies de la maison. J'ai 160 millions de dépenses non obligatoires. Là, il va falloir qu'on fasse des choix. Et j'ai 110 millions de fonctionnement que de la maison. Avec des habitudes qu'il va falloir modifier en termes de transport, en termes de voiture, en termes d'organisation. Le train de vie, comme on dit, le train de vie, vous allez le diminuer. Je veux que ceux qui viennent, par exemple, utiliser, c'est bête comme tout, mais ceux qui viennent utiliser les salons parce que les ordres de la République leur vont bien, sur les sociétés privées, payent les salons. J'ai aucune raison. Une location, quoi, en ce moment. Oui. Moi, quand je mets en place, ça me coûte une fortune pour mettre les plantes, les micros, nettoyer le tapis rouge, ça coûte une fortune. Je vais faire facturer les utilisations des salons. Bien sûr, à ceux qui sont dans la prestation commerciale. Or, faire payer les anciens combattants, la Croix-Rouge, les choses humanitaires. Mais voilà, les gens qui ont les moyens. Et parfois qui ont plus de moyens que moi. Merci beaucoup, Christophe Guillotot, d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain pour l'autre direct. Merci.